Bienvenue à Virage. Aujourd'hui, à l'émission, on vous présente la Toyota Prius version branchable. On va s'entretenir avec les gens de Groupe Saillant Autocrédit. On va parler, bien sûr, de crédits alternatifs et de problèmes liés à certaines institutions. Maxime Dubois va venir nous parler de sécurité routière. Beaucoup de nouvelles de l'industrie à la fin de l'émission. On répond à vos questions. Tout cela à Virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. J'ai l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui à l'émission Jacques Bienvenue, Marc Bouchard. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va bien? Oui. J'ai l'honneur. L'honneur, le privilège. Mon Dieu. Je manquais un peu de qualificatif pour bien vous décrire, messieurs. Mais allons tout de suite à notre voiture d'essai qu'on a en studio présentement. La Toyota Prius version branchable. On l'appelait Prime, s'appelle maintenant PHEV. Donc, on a changé l'appellation du côté de chez Toyota. Cette voiture est encore d'actualité. Je sais qu'on a changé un peu la vocation. C'était un véhicule plus d'entrée de gamme. Maintenant, on en a fait une version plus haut de gamme. Le prix vient avec, bien sûr. Mais pour moi, l'exercice est réussi de A à Z. Autant dans la version régulière hybride que dans cette version-là, hybride branchable. C'est une voiture qui est à point, qui est mûre, qui fait tout de bien. La seule petite chose que moi, je regrette dans le branchable, c'est pas de traction intégrale. Ouais. Et le jour où ils vont mettre ça, ils vont avoir une voiture pas loin de la perfection. Tu as tout à fait raison. En fait, déjà, dès le départ, on parle d'un look qui a été revampé il y a une couple d'années, modèle 2024. Écoute, on n'est plus dans le même monde de ce qui est... Ça n'a plus l'air d'une soucoupe volante comme ça avait l'air avant. Là, on a vraiment une voiture qui a une allure sportive. Donc, dès le départ, on est allé chercher une autre clientèle qui est intéressée par le look, ce qui n'était pas nécessairement le cas auparavant. Elle a une petite allure un peu plus sportive, pas le comportement qui va avec. Ça demeure quand même une hybride Prius. Mais beaucoup mieux qu'avant. Beaucoup mieux qu'avant, et une tenue de route qui est surprenante pour une Toyota Prius, il faut bien le préciser. Tu l'as dit, c'est une auto qui est, du point de vue mécanique, est intéressante parce que c'est un système que l'on connaît très bien du côté de chez Toyota, que l'on maîtrise abondamment. On l'a utilisé pour d'autres, que ce soit les RAV4 ou autrement. On sait que les Prime, les PHEV maintenant, sont monnaie courante du côté de Toyota. Mais ce qui est surtout intéressant pour moi, c'est que l'ancienne Prius, on avait tendance à ressentir un peu le changement quand le moteur électrique débarquait puis que le moteur à essence embarquait. On avait une CVT qui était un peu paresseuse. On est encore dans une CVT qui n'est pas un modèle de dynamisme, on s'entend, mais qui est beaucoup mieux. Et l'activité est totalement transparente. On ne ressent plus rien. Donc, on est dans une voiture qui est bien assemblée, qui est solide, qui est confortable, qui est silencieuse et qui est économique, en plus d'avoir une soixantaine de kilomètres en mode 100% électrique. Il y a effectivement peu de choses à dire, sinon peut-être qu'on aurait aimé peut-être une ligne un peu moins coupée vers l'arrière, parce que même moi, je trouve que le toit est bas à l'arrière. Mais pour le reste, c'est bien parce que je cherchais quelque chose à chialer. Et comme tu ne se vois pas beaucoup en arrière. Exactement. Jacques, tu l'as conduit un certain temps? Oui, mais oui, j'ai eu la chance de conduire ce véhicule-là, que j'ai trouvé drôlement intéressant. C'est certain que le premier coup d'œil de la voiture, là, c'est tellement moderne comparativement à ce que Toyota nous... En tout cas, moi, m'avait présenté depuis X nombre d'années. On disait, oh, Toyota, c'est un drabe. Il fallait quasiment les mettre beige pour qu'ils soient encore plus drabe. Mais là, on l'avait dit chez Toyota il y a quelques années. Je pense que quand le président a changé, on va faire quelque chose. Vous allez voir des lignes de voitures comme vous n'avez jamais vu chez Toyota. Et en tout cas, ils n'ont pas manqué de coup avec celle-là. Vraiment pas. Je vais à quelque part, puis j'arrête au bout d'une bâtisse, mais il y avait juste le nez avant de la voiture qui dépassait. Il y a quelqu'un en arrière qui est sorti, tu sais. Je pensais que c'était une Lamborghini. Je dis quelque chose, hein? Pas les mêmes dimensions, pas les mêmes performances, mais c'était peut-être plus agréable à conduire, par exemple, au niveau monter à bord ou descendre.
voiture drôlement intéressante qui est fabriquée au Japon. Alors que la plupart des autres voitures vendues au Canada, que ce soit RAV4, que ce soit du Lexus, que ce soit du Corolla, etc., c'est fabriqué à Cambridge, en Ontario. Alors, fabriqué au Japon, Toyota en a vendu au-delà de 24 millions au travers le monde des voitures électrifiées. Moi, je trouve ça renversant parce qu'il y a longtemps que Toyota pousse là-dessus et ils ont développé une expertise tout à fait extraordinaire, tellement qu'ils peuvent en vendre à d'autres manufacturiers même pour pouvoir justement avoir des voitures à vendre dans leur franchise, puis ils ont souvent une mécanique de Toyota. Alors, c'est un moteur 4 cylindres, 2 litres, qui fait 196 chevaux. Ça, c'est le moteur de base qui est aussi... C'est tous des hybrides rechargeables. Ils sont pas rechargeables branchables, mais rechargeables enroulés. Je peux te dire que ça, là, à la base, déjà, c'est très intéressant. Parce que tu tombes avec un véhicule qui est dans tout près de 5 litres au 100, entre 5 et 6 litres au 100. Bien, promène-toi. Promène-toi pour bien des gens. Si tu regardes le coût que cette voiture-là coûte versus celle qu'on a ici, bien, il y a un bon 10 000 de différence entre les deux voitures. Alors, est-ce que tu es prêt à payer cette différence-là pour avoir un véhicule qui se branche et qui va te donner autour de 4 litres au 100? Peut-être pas. Moi, non. Alors, la batterie est 0,9 kWh. L'économie, encore une fois, je viens de le dire. Et l'autre qui est branchable possède un moteur de 220 chevaux. Alors, celle-là, si vous voulez vous promener soit avec un cordon dans le coffre arrière ou être équipé chez vous avec une bonne borne, etc., c'est pas tous les places qu'on peut avoir des bornes ou qu'on peut se faire installer ça. Alors, si vous demeurez en condo ou demeurez en appartement sur le bord d'une rue ou quelque chose du genre, c'est plus gênant. Bien, même si, moi, sur du 120, là, sur une prise régulière, Encore? le soir, le lendemain matin, la batterie est pleine. Oui, parce que c'est une petite batterie. C'est une batterie de 13,6 kWh, donc c'est pas vrai. quelque chose de très gros. 7-8 heures sur une prise régulière, puis le lendemain matin, vous avez votre Exact. charge. C'est ça l'avantage, c'est que tu n'es pas obligé justement d'avoir une installation de borne complète et ça te donne... Bon, Toyota annonce quoi? 72 km, si je me souviens bien? Environ. 70. Et ça se fait avec ce genre de voiture-là. Ouais. Mais tu as raison, Jacques, de dire qu'une fois que la batterie est vide, cependant, on se retrouve avec un véhicule qui consomme peut-être un peu plus que l'hybride traditionnel pourrait le faire. Effacer la partie là, que j'ai dit qui était la vôtre est peut-être meilleure, votre explication, ça fait pareil. Alors, la boîte CVT, c'est une transmission CVT. Il faut apprendre à doser ça. Les premières fois qu'on roule à bord d'un véhicule avec une transmission CVT, on est porté à accélérer comme lorsqu'on avait un véhicule à essence. Bon, puis là, on a un moteur qui part en révolution. Disons que ça prend environ une semaine, là, puis là, on s'est calmé et on a appris à aller accélérer plus en douceur et on a un véhicule qui est plus silencieux, qui est plus agréable. Temps de recharge, 4 à 12 heures. Le prix du véhicule qu'on a ici, c'est un petit peu plus, jusqu'à 52 000 selon les équipements. Des roues 17 ou 19 pouces, bon, on va avoir sur ce véhicule-ci des roues 19 pouces. Si on veut avoir moins, bien, il faudra s'en acheter ou bien acheter un véhicule moins élevé. C'est une voiture qui est basse, on a l'impression qu'il est plus large. L'aérodynamique de la voiture, c'est 0,27 au niveau du coefficient d'air. Belle voiture. C'est passablement silencieux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as réalisé, Daniel, mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment silencieux lorsqu'on roulait à bord. Il y a un petit coffre. Le coffre n'est pas vraiment grand. C'est quoi votre besoin? Moi, je me dis, quand on va voir ces véhicules-là, on sait ce qu'on a besoin. Est-ce qu'on se laisse charmer par le look ou si on va vraiment avec la tête, qu'est-ce qu'on a besoin et non pas? Moi, j'aime beaucoup. Personnellement, je m'arrangerais parce que je peux basculer le siège arrière, les dossiers de siège arrière. Alors, ce serait facile de charger des objets plus grands lorsque je veux avoir ça. Surtout que le seuil de chargement du coffre, Jacques, si tu permets, est très bas. Et bon. Donc, on est capable facilement de charger, même jusqu'au fond, même s'il est plus fait en longueur, là, on est capable de charger quand même de façon efficace au niveau du seuil. Et on m'a dit, chez le concessionnaire Toyota, on m'a dit qu'on avait reçu énormément de Prius. Toyota pousse beaucoup sur le Prius. Selon moi, l'argent est là. On en a commandé une bonne quantité. Ça, c'est rare. Et c'est très rare. c'est un véhicule drôlement intéressant. Et
Corolla, Corolla aurait une mécanique bien semblable, serait intéressant aussi. Look bien différent. Un matin, en m'en venant, je suis allé voir la Honda Civic Sport, hybride, qui est drôlement intéressante aussi. Je me posais des questions. Avant d'acheter, peut-être que j'irais essayer les deux pour voir laquelle qui m'intéressait. Mais le premier coup de cœur, définitivement, là, c'est la voiture qu'on a ici. J'adore l'intérieur. Moi, j'adore aussi. le petit bloc instrument qu'on a placé très loin. Je sais que certaines personnes l'ont dans le volant. Moi, je le vois très bien. La console centrale, l'intérieur me donne du haut de gamme dans cette version-là. Le comportement, l'insonorisation, vraiment, tu as l'impression d'être dans une voiture qui coûte beaucoup plus cher que Oui, ce qu'elle absolument. coûte en réalité. J'ai jamais touché... j'ai été obligé de laisser descendre l'électricité pour pouvoir entendre le moteur. Parce que je n'aurais pas besoin. Dans mon quotidien, moi, le 60 km et quelques que ça me donne, en réalité, fait amplement le travail. Alors, belle voiture. J'ai de la misère à trouver une concurrente mieux que ça Oui. dans le marché présentement. Non, Oui. mais comme Jacques l'a mentionné, au niveau des hybrides traditionnels, il y a toujours la Honda Civic. Mais tu as raison, au niveau des branchables, il y a peu de choses. Et l'autre élément dont on parle souvent quand on parle de Toyota, il faut le rappeler, c'est la fiabilité. C'est encore vrai avec la Prius et c'est la valeur de revente. Ce véhicule-là ne perd pas de valeur, littéralement. Absolument. On sait que les Coréens en ont aussi des véhicules qui vont bien, mais on a l'impression que ça ne se On n'a marie le pas format, tout on n'a à pas fait. ce format-là. Non. Mais le système hybride, on n'a pas l'impression qu'il se marie tout à fait aussi parfait que Toyota ont réussi à l'emmener en grande douceur. L'autre, les autres, on le sent davantage. Une chose que je n'ai pas dit, si on a une minute, 70 la garantie de la batterie du véhicule, on peut garantir 8 ans, 160 000 km et jusqu'à 70 70 en bas, ça veut dire qu'ils garantissent pas plus que ça. Ouais. Tant mieux. Merci. Ouais. Merci, messieurs. Plaisir. Plaisir. Alors, voilà, on s'arrête à virage et on revient rester avec nous. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes de retour à Virage. Je suis maintenant en compagnie de Stéphanie Blais, Alexandre Saillant de Groupe Saillant Autocrédit. Ça va bien? Oui. Alors, on va parler de Groupe Saillant Autocrédit dans un instant. Stéphanie, mais si tu permets, 2-3 questions à Alexandre tout d'abord parce que je veux parler du marché d'automobile présentement, Alexandre, et des gouvernements qui tirent un peu partout dans leurs règles. Et ça te chicote un petit peu. Oui, mais c'est difficile d'opérer sur une base quotidienne avec ça parce que les règlements que chaque palier du gouvernement fait, donc fédéral, provincial, ils ne travaillent pas ensemble. Ouais. Alors, puis là, on a su un peu ce que Carney a fait. Il a mis comme un moratoire pour 2026 pour les véhicules électriques. Puis ce qu'on a su, c'est qu'ils ont comme admis que, écoute, l'ancien règlement qu'il y avait, il n'avait pas travaillé de concert avec les manufacturiers pour trouver une solution qui est efficace. Parce que là, on se rend compte qu'elle ne marche pas. Là, ils se donnent 60 jours pour reviser ça, puis ils travaillent avec les manufacturiers. Bien, je pense que ça l'aurait dû être d'emblée. Tu Ben, ne peux c'est pas sûr. réglementer un marché si tu ne parles pas aux fabricants. Ben non, tu connais pas leurs limites, puis Exact. il n'y avait pas de batterie pour faire ce qu'ils veulent faire, c'est impossible. Exact. Alors, au Québec, ben là, on avait une chance de travailler avec le gouvernement canadien pour faire une solution pan-canadienne, parce que l'automobile, c'est au C'est minimum pan-canadien qu'il Minimum. faut faire. Minimum, ça devrait être nord-américain, mais ça risque d'être difficile de faire de quoi à ce moment-ci. Avec les Américains, oui. Mais au moins, on aurait pu avoir une solution canadienne. Parce que là, dans certains cas, on met des tarifs sur des véhicules qu'on importe des États-Unis qui sont hybrides. Puis là, au Québec, on considère ces véhicules-là comme maintenant dans le nouveau plan, comme des bons véhicules à avoir, mais on ne peut pas les importer. Alors, il y a toutes sortes d'incohérences comme ça pour les manufacturiers qui vivent en ce moment, ce qui fait que ça devient très difficile, puis on n'est pas capable de remplir nos engagements, même aujourd'hui, avec les modifications qu'ils font. Ça ne fonctionnera pas plus, tu sais. Et- Non, absolument pas. C'est ça. Puis il y a une de tes divisions qui est quand même victime, là, Polestar, Oui. évidemment, rentre dans de la réglementation qui n'est pas tout à fait agréable là, pour justement importer les véhicules. Ben, en fait, tous les manufacturiers, on perd des véhicules. Tu sais, que ce soit Mazda, tu sais, Nissan, tout le monde en perd. Polestar, ben lui, c'est sûr qu'il y avait 3 véhicules, il en perd un de ces 3 véhicules. C'est quand même un tiers, puis c'était son véhicule à volume. Fait que ça rend aussi la situation plus difficile. Lui, c'est pour les tarifs chinois, c'est pour d'autres raisons.
Mais toute cette situation-là de tarifs, puis de contre-tarifs, puis de les règlements, des ratios à les respecter, on est en train de se créer au Québec en ce moment une pénurie encore d'automobiles comme dans la pandémie. Parce que là, les manufacturiers, ce qu'ils font pour essayer de remplir ces ratios-là, ils ne vont pas payer pénalité. Ils vont réduire le nombre de véhicules qu'ils vont offrir à essence pour remplir le ratio. S'il faut qu'ils fassent 20 bien... La pression va être à la hausse sur le prix des véhicules. C'est ce qu'on voit déjà en ce moment. Autant dans le neuf que dans le véhicule d'occasion. Ça fait que c'est le consommateur qui est pénalisé au bout de la ligne. Exact. Ça fait que toutes ces espèces de tarifs-là, ça se transpose en taxes déguisées pour le consommateur. Ouais. Fait qu'il va falloir que ça arrête à quelque part. Puis que l'industrie mette de la pression sur les gouvernements, surtout celui du Québec, qui tire partout, il faut le dire. C'est une poule pas de tête là, au Québec. Au Québec, là... C'est des règlements, puis c'est mettre des règlements fondés sur rien. Fait que c'est constamment à revoir. Puis le nouvel objectif de 90 avec des branchables, ça va être aussi à revoir dans pas longtemps. Puis entre-temps, on va payer le prix pour. Tu sais, comme en ce moment, les facturiers, là, ce qu'ils font, là, ils shippent leur production en Ontario. Fait qu'eux, au Canada, là, ils vont vendre autant d'autos qu'avant. Tu sais, on n'aura rien fait pour réduire les GS comme ça. Là. Il va se vendre autant de véhicules à essence au Canada. C'est juste qu'ils ne se vendront pas au Québec. Puis au Québec, on va payer nos autos quelques milliers de dollars de plus. Comme notre essence. C'est ça. Et voilà. Parlons de choses un peu plus positives, Stéphanie. Excusez pour la parenthèse qui était un peu moins positive. On va parler quand même de crédit et de surprise à la fin de certains termes de crédit. Mais avant, tu me reparles un peu de Groupe Saillant Autocrédit. En fait, Groupe Saillant Autocrédit, c'est notre division de crédit spécialisée du Groupe Saillant. Donc, on fait du financement de toutes sortes, évidemment, mais encore plus du financement automobile. Puis, on fait du financement, bien évidemment, pour des gens qui ont des problématiques au niveau du crédit. On fait aussi du crédit régulier, mais évidemment, c'est ça que c'est notre spécialité. Il y a des gens qui font des prêts dans des institutions où, à la fin de leur terme, ils pensent avoir terminé de payer, mais ils n'ont pas tout à fait terminé de payer. Pourquoi? Bien, en fait, on a vu passer ça un petit peu dans l'actualité. Puis effectivement, bien, il peut arriver quand on a des prêteurs. Tu sais, c'est sûr que si on est dans des prêteurs standards, des grandes banques, etc., bien, tu sais, c'est assez conventionnel, les contrats, puis c'est du pareil au même là, d'un à l'autre. Par contre, quand on tombe dans des prêteurs privés, dans des prêteurs de seconde zone, dans des prêteurs alternatifs, dans du prêt d'argent, bien là, on tombe avec des clauses qui peuvent être différentes d'un contrat à l'autre. Puis il y en a qui peuvent charger des montants à la fermeture du dossier, il y en a qui peuvent charger d'autres montants si vous manquez des paiements qui vont se rajouter à la fin. T'arrêtes, là. Paiement à la fermeture du dossier. Donc, tu fais ton dernier paiement, mettons, tu en as 48, tu fais ton 48e, mais tu as encore un frais pour... Fermer le dossier. Fermer le dossier, là. Oui. Aussi, exemple, vous êtes en location avec un prêteur alternatif, bien, il peut avoir un frais pour fermer le dossier, mais aussi un frais de rachat à la fin de la location. Fait que, tu sais, il y a plein de choses comme ça. Fait que c'est important de lire vos contrats. De un, si vous êtes mal pris, excusez-moi l'expression, puis que vous devez aller vers un prêteur alternatif en prêt d'argent ou quoi que ce soit, bien important de vous informer vers qui vous allez aller, puis de prenez le temps de lire le contrat. Là. Ça, c'est super important. C'est la première des choses. Dans l'automobile, ça reste quand même un plus... Même avec des prêteurs non standards, ça reste quand même plus standardisé, on va dire ça comme ça. Là. Mais il faut quand même prendre la peine de lire. Fait que quand vous arrivez à la maison à tête reposée, prenez le temps de lire ce qui est écrit dans votre contrat pour vous assurer de toutes les clauses, puis surtout les plus petites clauses à la fin, les clauses particulières, des choses comme ça. C'est pas quelque chose que celui qui fait le prêt mentionne? Normalement, oui, dans le prêt automobile, mais quand c'est dans le prêt privé, dans le prêt, ça se peut qu'il passe rapidement sur les clauses du contrat. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est encore plus important, c'est que si vous pensez avoir terminé de payer ce que vous aviez à payer dans votre contrat, assurez-vous d'avoir une quittance. Si vous avez une quittance, ça va régler bien des problèmes. Il n'y a pas personne qui va pouvoir venir par la suite puis vous dire vous me devez encore 200-300$ parce que vous avez cette quittance-là. Vous dites non, moi, vous m'avez dit que j'avais terminé de payer, j'ai terminé de payer, ça va régler tout le problème. Faut vraiment faire attention là où on fait des prêts parce que ce genre de situation-là, si le dossier n'est pas fermé, ça peut nuire à un futur prêt. Bien oui, en fait, parce que, tu sais, si le prêteur, lui, il dit, ben non, tu nous dois encore des sous, il envoie ça en recouvrement, la dette apparaît à votre bureau de crédit, ça fait une tâche à votre bureau de crédit, puis là, si ça vient d'apparaître, vous n'étiez pas au courant, puis que là, vous allez emprunter à nouveau, oups, ça se peut que ça ne fonctionne pas à cause de cette tâche-là au bureau de crédit. Donc, la façon de se protéger de cela, lire les contrats, même si c'est plate à mort, il faut le faire. Effectivement. C'est pas ce qui est le plus agréable. Non, c'est bon pour l'insomnie. Exactement. Donc, il faut lire les contrats et faire attention là où on fait affaire. Oui, puis demander les quittances à la fin, bien important. Demander les quittances. Stéphanie Blais, Alexandre Saillant, merci beaucoup d'être passé à Virage. Merci. Voilà, on s'arrête et on vous revient rester avec nous.
Nous sommes de retour à Virage et je suis maintenant accompagné de Maxime Dubois, CA Québec. Salut Max. Bonjour Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors Maxime, tu as plusieurs sujets pour nous aujourd'hui. Évidemment, sécurité routière, c'est important. Tu veux revenir sur l'été, un bilan peu reluisant. On parle toujours en début de saison des 75 jours les plus meurtriers, qui normalement sont entre la Saint-Jean-Baptiste et la Fête du travail. L'année 2024, l'an passé, nous a fait mentir parce que le bilan, en fait, le plus grand nombre d'accidents est arrivé plutôt à partir de la Fête du travail jusqu'à la mi-novembre. Puis là, ben, on s'adonne à être dedans, là, présentement. Il faut dire qu'on est très mal parti pour l'année 2025 parce que les vacances de la construction, entre autres, ont été plutôt meurtrières. 38 décès pour 30 collisions. Alors, c'est un des pires bilans des 10 dernières années. Évidemment, lorsqu'on parle de ces accidents avec des collisions mortelles, on a souvent tendance à blâmer la vitesse, la conduite avec les facultés affaiblies, mais faut penser beaucoup à la distraction. Et tu le sais, on le sait tous, on regarde autour de nous, il y a encore beaucoup de téléphones cellulaires au volant. On en voit comme ça n'a pas de bon sens. L'autre chose aussi, ce sont les écrans. On le sait, dans les véhicules, ils sont de plus en plus attrayants, mais distrayants aussi. Alors, les gens passent beaucoup plus de temps à essayer de contrôler cet écran-là plutôt qu'avoir les yeux sur la route. Ça tombe bien aussi parce qu'il y a la SQ, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas vrai, c'est la Société d'assurance automobile du Québec qui, présentement, a une petite campagne publicitaire où on voit la DJ sur le banc d'en arrière qui dit quelle chanson. Là, ben, on est là-dedans aussi, carrément. Une bonne chose, c'est que les systèmes d'infodivertissement, maintenant, si on va avoir telle chanson, on peut les commander avec... Avec la voix, là. Oui. C'est Alors ça, on peut peut-être régler. Mais ça ne réglera pas tous les problèmes, évidemment. La concentration, concentrez-vous sur ce qui se passe en avant. Oui, mais les passagers aussi sont source de distraction à l'intérieur du véhicule. Donc, pour le conducteur aujourd'hui, de rester concentré, je comprends que c'est de plus en plus difficile. Absolument. Alors, on est dans cette grosse période-là, donc c'est pas terminé. Si on a une année 2025 un peu calquée sur 2024, on est encore dans une période où il y a encore beaucoup d'accidents, beaucoup de gens sur la route, les couleurs sont belles, on aime ça, on va en profiter au maximum avant l'arrivée du temps froid. Alors, regardez autour de vous, c'est super important. Ça nous amène à parler de octobre, qui est le mois du piéton. Alors, il faut faire attention, encore une fois, là-dessus. Faut être vigilant. Il y a de plus en plus de signaux lorsqu'on voit un panneau avec une traverse de piétons. Ce que bien les gens ne savent pas, c'est que si on voit un panneau annonçant une traverse de piétons et qu'il y a déjà un piéton qui est là, qui veut déjà, qui signale son intention de vouloir traverser, qui a un pied presque dans la rue, l'automobiliste ou le cycliste doit arrêter, absolument. C'est pas une suggestion, c'est une obligation à faire. Alors, il faut faire vraiment attention là-dessus. Donc, ouvrez l'œil, regardez. On passe le message aussi du côté des piétons. Les piétons, regardez aussi pour avoir un contact visuel pour s'assurer que l'automobiliste vous a vu avant de vous engager. Évidemment, il y a beaucoup de piétons qui se promènent aussi avec des écouteurs. Et oui. Encore plus souvent, on peut embarquer dans notre monde un peu. Faut regarder, évidemment, être extrêmement vigilant autour. Oui. Puis ça m'amène aussi à dire, c'est pas tout de bien voir, faut être vu aussi. On le sait, on a des systèmes maintenant dans les voitures pour les lumières. On pense que les lumières sont tous allumées dans le véhicule parce que le tableau de bord est allumé. Mais souvent, les feux arrière ne sont pas allumés. Alors, passez en mode automatique. Ça va être ouvert automatiquement. Ou aller carrément à on. Si vous oubliez, probablement que chez Subaru, chez Toyota, lorsqu'on enlève la clé, ça se ferme de toute façon. Exact. Chez les autres fabricants, il va y avoir un signal sonore qui nous dit qu'on les a oubliés. Donc, vous ne pourrez pas les oublier. Allumez-les, vos lumières. Allez-y, s'il vous plaît, pour que vous voyez et être vu. C'est super important. Puis on devrait atténuer le tableau de bord. Je pense que les tableaux de bord sont en pleine puissance tout le temps. Oui. Puis on peut l'ajuster nous-mêmes. Mais lorsqu'on met les phares, on devrait avoir une intensité un petit peu plus élevée, comme dans le temps. Moi, je me souviens, parce que je suis assez vieux, je me souvenais, je tirais sur le bouton. Ah oui. Là, le soir, il fallait tirer sur le bouton, allumer nos lumières pour voir là, dans le tableau de bord. Alors ça évitait justement ce genre de situation-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point on pourrait peut-être suggérer, quand on arrive à quelqu'un, quelque part, faire un signal peut-être à un autre conducteur. Prochaine étape des fabricants, c'est des allumer tout simplement à l'arrière. Avec les LED, là, maintenant, il n'y a plus de raison de ne pas le faire. C'est des lumières qui sont durables, donc il n'y a plus de raison de ne pas les allumer d'usine.
Oui, tout à fait. Puis c'est pas juste une question de clarté, c'est justement pour bien voir à l'avant. Les signaux vont être nettement plus clairs pour tous les automobilistes. Ça peut même être, lorsqu'on en suit un ou deux devant, on va être capable de voir. De aussi l'arrière, les là, lumières. on place des systèmes et on intègre des systèmes de sécurité de plus en plus sophistiqués. Oui. Et le plus simple, allumer les feux arrière, on le fait pas. C'est triste un peu. Alors, souhaitons peut-être une petite pensée pour être un peu plus vigilant de ce côté-là. Prends ça en note, là, écris-leur. On va les inquiéter tout de suite. OK, c'est bon, parfait. On est à l'automne et il y a une présence de la grande faune aux abords de la route. On appelle à la prudence. On le sait, il y a beaucoup de clôtures anti-cervidés, c'est comme ça qu'on les appelle, un peu plus lorsque des passages un peu plus risqués. Mais il faut quand même faire attention de ce côté-là. Si jamais vous circulez et vous voyez qu'il y a des bêtes un peu qui peuvent peut-être Sont imprévisibles. arriver. Tellement. Alors, peut-être faire un appel aussi, faire quelques appels de frein, justement pour que les phares arrière, le signal d'arrêt, puissent avertir l'autre conducteur en arrière il y a peut-être quelque chose qui se passe pour attirer son attention. Et là, si vous ralentissez, lui aussi va peut-être dire, OK, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Alors, ça, c'est un beau partage de la route aussi. C'est peut-être prévoir aussi ces coups-là. Les accidents impliquant la grande faune, entre 2021 et 2023, 7237 accidents. C'est énorme. Essayons de baisser ça un peu. Évidemment, c'est tout le monde qui va y gagner là-dessus. Absolument. Dernier petit conseil sécurité? Oui, bien, peut-être petit conseil sécurité. Vous avez peut-être déjà pris votre rendez-vous pour faire poser les pneus d'hiver prochainement. Pensez donc à faire tester votre batterie de démarrage. Là, ça va encore bien. Il ne fait pas trop froid. Les matins, on est un peu au-dessus du point de congélation, mais des fois à 5, moins 5, moins 6, moins 7, des fois, c'est déjà trop pour votre batterie qui a peut-être quelques années, 4, 5, 6 ans. Pensez à la faire tester. Si jamais elle est trop faible, justement, vous allez pouvoir partir avec une batterie neuve et vous aurez la paix aussi et vous aurez la conscience tranquille lors des grands matins, des matins avec Test les de grands charge, froids. tout simplement. Tout simplement, c'est fort facile à faire puis vous allez vous éviter bien des problèmes. Merci beaucoup, Max. Ça fait plaisir. Alors voilà, restez avec nous. Au retour de la pause, les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Nous sommes de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Marc, beaucoup de nouvelles. Tu veux commencer avec VinFast? VinFast, une compagnie qui est persuadée qu'il connaît un grand succès, mais qui devrait peut-être regarder ses livres de compte. Parce qu'on on se rappelle qu'au Canada, ça a été difficile déjà. On avait des centres de services prévus ou ouverts à certains endroits qu'on a fermés. Il devait en avoir un à Québec, on ne l'a jamais ouvert. Il y en avait un à Laval, on l'a fermé. Bref, on a vraiment... Écoute, on a fermé 10 centres de services au Canada. C'est quand même énorme, là. Oui, pour donner le contrat à des indépendants, mais il n'y a rien de clair. Mais il n'y a rien de clair encore. Les ventes ne sont pas au rendez-vous. On dit, par exemple, qu'en 2025, ça a été une baisse de 40 des ventes du côté de VinFast. Déjà que c'était pas très élevé. Donc, ça va pas très bien. Mais il y a pire. Il y a l'Europe. Parce que là, VinFast est arrivé en Europe avec les mêmes modèles que chez nous, VF8, VF9. On dit « Ah, bravo, c'est le fun ». Je te laisse deviner combien de véhicules ont été immatriculés entre le 1er janvier et aujourd'hui en Europe. Quoi, quelques milliers? 84. 84? Pas 84 000. 84 véhicules ont été immatriculés en Europe. Donc, c'est rien. Le pays le plus populaire, c'est la France avec 6. 6. Ouais. Depuis le début de l'année. Alors, tu comprendras que c'est évidemment extrêmement déficitaire. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec VinFast. Le président, qui est un milliardaire aux poches assez profondes, dit on va continuer, on va continuer. Il faut quand même savoir que 80... On va continuer, mais il n'investit plus dans la compagnie. Non. Mais 80 des ventes de VinFast se font au Vietnam. Donc, ça va devenir probablement une compagnie locale. Et on va progressivement... Alors, il va du succès qui sorte le VF3. Oui. Avec le VF3, un prix compétitif, exact. Je pense que le volume est là, surtout en Europe. Oui. En Europe, ils ne veulent pas de gros véhicules comme le 8 ou le 9 ou le 6. C'est des gros sports utilitaires. Exact. On veut du petit véhicule là-bas. Donc, sors le 3 et là, tu vas avoir du succès. Tu vas avoir du volume. Oui. Donc, au niveau mise en marché, marketing, ils ne sont pas dans la cible.
Mais ils n'ont jamais été. Je m'excuse. Ils ont fait toutes sortes de tentatives. Rappelle-toi qu'ils sont arrivés en nous disant on va vous louer vos batteries avant de quand on va vous vendre la voiture. Alors, dès le départ, ils se sont tirés dans le pied. Ils ont eu toutes sortes de problèmes. Ils ont retardé les premières livraisons. Donc, ça a été une compagnie qui ne l'a pas facile depuis le début. C'est triste parce que les véhicules eux-mêmes ne sont pas de mauvais véhicules. Ils sont plutôt jolis, même. Et les gens qui en ont sont relativement satisfaits. Mais écoute, on n'arrivera pas à ça. Juste pour te donner une idée, là, pour le seul deuxième trimestre de 2025, la compagnie a perdu 812 millions de dollars US. Fait que c'est une question de temps. Exactement. Écoute, on parlait d'hybrides, évidemment, avec la Prius en studio. Il y a un sondage, en fait, de Standard & Poor's Global Mobility qui vient de déterminer que les voitures hybrides sont les voitures les plus populaires actuellement au Canada. Elles ont largement dépassé les véhicules zéro émission, donc les véhicules qui sont électriques, de 13 contre 9,5 Et pourquoi je t'en parle? Parce que, bon, tu te rappelles qu'il y a quelques jours, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il abaissait sa cible de 100 en 2035 à 90 Mais ce que les gens ont peu parlé, c'est que dorénavant, dans le 90 on va calculer les hybrides traditionnels comme étant admissibles au crédit. Donc, ça va considérer pour un quart de crédit et non pas un crédit complet. Mais n'empêche que les hybrides, maintenant, vont rentrer dans cette catégorie-là, ce qui fait que ça permet probablement au gouvernement d'atteindre ses cibles beaucoup plus facilement parce qu'actuellement, l'hybride a le vent dans les voiles. La prochaine étape, ça va être les trottinettes. Et on va réussir à... D'après moi, c'est déjà commencé. Mais en tout cas, ça, c'est évidemment... Du côté de Genesis, tu le sais, on joue beaucoup la carte de la voiture électrique luxueuse et tout. On est un petit peu du côté performance aussi, parce que là, on nous présente la GV60 Magma. Écoute, 641 chevaux, 568 livres-pieds de couple. C'est un véhicule que l'on a testé dans différentes conditions. On vient de finir les tests en Suède du côté du cercle arctique où il faisait froid. On est allé dans des régions où il faisait extrêmement chaud. Donc, on nous dit que d'ici quelques mois va arriver la GV60 Magma à surveiller. On sait qu'il existe déjà des véhicules de performance. On avait les Ioniq 5N. Puis EV6 GT. Exactement. Donc, on est dans les mêmes eaux. Exactement. On avait déjà tout pour le faire. Oui, fait que là, ça va être juste la GV60. Mais qui est la même plateforme. Qui est la même plateforme. Mais il faut juste faire attention, c'est que Magma, Genesis veut aussi s'implanter dans des séries de courses. Donc, ils vont probablement développer plus de modèles, incluant une super voiture, au cours des prochaines années. Je ne sais pas si tu es un amateur de voitures familiales. Moi, oui. J'avoue que ce sont des véhicules que j'aime beaucoup. Mercedes qui nous ramène 2 véhicules familiaux. Écoute, on sait que du côté d'Audi, du côté de BMW, là, les RS6 et autres, la M5 Touring dont on a fait l'essai cet été, qu'on va présenter un peu plus tard dans l'émission, ce sont des véhicules qui ont connu un grand succès. Alors là, bien, Mercedes dit nous, on arrive avec des véhicules du même genre. La E53 hybride familiale 2026, bien sûr, qui arrive. Tu auras compris que ce sont des véhicules AMG, donc des véhicules qui vont afficher moteur 6 cylindres. C'est ça que je comprends pas. On arrive avec des familiales, mais on n'a que des versions haute performance de familiales. Celle qui a eu le plus de succès, c'est une Volvo 850. Oui. C'est ça qui a eu le plus de succès. On ne parle pas de véhicules de haute performance. Donc là, on associe une voiture familiale à du très haute performance. Oui, et 577 chevaux qui est prévu dans le cas de la E53. Je te dis, on a fait la BMW M5 Touring. Et ce qui me fascine, c'est que ce sont des hybrides. Donc, on se donne bonne conscience en disant on va au moins offrir un véhicule Au moins, il arrive avec des familiales. Je pense que ça va plaire à bien des gens. Moi, j'aime ça. Je trouve ça plus beau. Ça me fait ni chaud ni froid. Je préfère ça qu'un VUS. Ça, c'est une question pour moi. La semaine dernière, tu te rappelles qu'on a présenté la Honda Prélude. Il arrive avec une version de Super Prélude. En fait, c'est une voiture de course, en fait, qui va remplacer la Type R GT dans certains circuits de course. Et on le fait à partir de la Prélude, de la forme de la nouvelle Prélude. 650 chevaux. Évidemment, il n'y a pas d'hybridation là-dessus. Là. On est dans un moteur qui est fait pour la performance. Mais au moins, là, on a une Prélude qui a l'air bête et méchante. Alors, ceux qui n'étaient pas favorables à la Prélude, là, le sont un peu plus parce qu'ils la trouvent plus dynamique. Et enfin, une dernière en terminant, il va y avoir un nouveau service de location de voitures et tu n'auras pas besoin de te déplacer. La voiture va venir jusqu'à toi. Pas une voiture autonome, là, j'imagine? Non, c'est pas une voiture autonome. Okay. En fait, ça commence en Allemagne où c'est permis et on espère étendre le service en Amérique du Nord. C'est livré par des gamers.
Alors, littéralement, ta voiture, elle est télécommandée. Donc, c'est une voiture de location qui est conduite à distance par quelqu'un, comme dans un jeu vidéo avec un volant, qui va te l'apporter chez toi. Dans la voiture, il n'y a rien qui paraît, donc tu es dans une auto tout à fait normale. Et quand tu reviens chez toi, tu la stationnes, ta période de location est terminée. Il y a un gamer qui reprend le contrôle, recule la voiture et la ramène à bon port. Évidemment, on ne sait pas combien ça coûte. Pour le moment, c'est un test. C'est ce qui s'en vient en Formule 1. Ouais. Dans les 20 ans, là, je ne sais pas trop. Là. Ouais, d'avoir Les pilotes vont tous être alignés un côté de l'autre, puis la voiture va être sur la piste, puis le pilote va être là. Et là, Plus de décès dans les vies. Là, je vais faire le mononcle, puis ça va être des jeunes de 12 ans et demi qui sont seuls de leurs parents. En tout cas... Puis c'est eux qui vont gagner parce qu'ils vont être performants. Exactement. Merci, Marc. Ça me fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on répond à vos questions. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. « 670-9078, poste 230 ou encore virage à telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions. Merci de le faire en grand nombre. Messieurs, on y va tout de suite. Marc nous demande... C'est pas toi, Marc? Non. Tu pourrais nous le demander directement. On est là. Volkswagen Atlas 2021, il serait à peu près au même prix qu'un Subaru Ascent 2022. Prix autour de 30 000 pour 60 000 km. Moi, j'ai tendance à aller vers Subaru. Je trouve que Subaru est un véhicule qui coûte plus cher d'entretien, c'est vrai, mais qui a un meilleur système intégral, à mon sens, qui répond mieux. Le Ascent est quand même un véhicule correct, il n'y a pas eu de problème majeur, et ce sont des véhicules qui, en général, sont d'une grande fiabilité. L'Atlas, c'est pas un mauvais véhicule, mais c'est un véhicule qui était gourmand, à mon sens. Ce que je m'en souviens, ça coûtait pas mal cher de gaz pour les capacités réelles du véhicule. Donc, j'aurais un faible vers le Subaru. Ce serait pas vraiment évident, facile. J'aurais un petit peu de difficulté, moi aussi. L'Atlas, j'aime beaucoup l'Atlas pour le confort, le plaisir de le rouler. L'économie n'est pas là. Et le Subaru Ascent, c'est comme Marc disait, c'est un bon véhicule, bien construit. C'est un hardback rehaussé et mieux équilibré. Moi, je pense qu'on doit aller essayer ces véhicules-là. Le comportement aussi est tellement différent. Ah, ben oui. La classe, on sent plus le plaisir de conduire. Plaisir de conduire, il faut s'entendre, mais on sent plus la route un peu. L'Ascent, là, il est aseptisé puis il est plate à conduire. C'est le cas. Mais il va tout bien faire. C'est le cas de la plupart des gros VUS de cette taille-là, Daniel. Oui, mais il est encore plus mou, l'Ascent. Oui, c'est vrai. Faut aimer ça, parce qu'il y a des gens qui vont adorer. Ils vont adorer ça. Tu sais, tu t'en vas, tu sens rien dans la chaussée, ça va bien. Mais quand tu tournes, tu vois que c'est pas comme l'autre. Essai routier. Oui. L'intérieur du Atlas est beaucoup plus moderne que celui du Ascent. Donc, il y a des petites affaires ici et là. Oui, mais il y a voir. 17 porte-gobelets dans le Ascent. Sur ces belles paroles, on va passer à la prochaine question. Je pense qu'on est rendu là. Fiat 500A, 6 000 km, à moins de 30... On parle de 28 000 Ah non, c'est ridicule. Wow! Vous pouvez avoir Si le kilométrage vous convient, allez-y. Moi, j'ai adoré la qualité de fabrication de cette voiture-là. Ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération. C'est bien fabriqué, des bons matériaux, c'est solide. C'est l'autonomie. Si ça vous convient, vous allez avoir une super voiture. Totalement. C'est encore aujourd'hui, même dans les voitures neuves, c'est la voiture électrique la moins chère. Elle est vraiment pas dispendieuse et effectivement, elle est le fun à conduire. C'est un petit go-kart électrique. Moi, j'ai adoré ça. Et effectivement, elle est fiable. Il n'y a pas eu de problème alors que on pourrait parler longuement de la Fiat 500 à essence, mais... Et on parle de l'arrivée bientôt d'un prolongateur d'autonomie sur le 500E. Oui. Ce qui a eu lieu aussi. Si le prix demeure compétitif, ça va être une voiture à volume. Ça va être une voiture qui va être pour les gens qui ont besoin d'une petite voiture, les étudiants qui n'ont plus d'auto. Ça va être une voiture de bonne qualité qui va pouvoir faire quand même très longtemps. Ça va être intéressant. J'ai hâte de voir. Une bonne anti-rouille, hein? Anti-rouille, pourquoi pas? Ben oui. Bien, attention, je suis obligé de vous répéter cependant que les anti-rouilles sur les voitures électriques... Ah, c'est vrai.
On va pas voir un jobber au coin de la rue. On va voir des professionnels qui savent ce qu'ils font parce que, non, ils n'ont pas le droit d'annuler la garantie si l'antirouille est mal faite, mais vous pouvez avoir bien des problèmes à faire respecter, par exemple. Dans la catégorie l'un ou l'autre, Annie, elle se demande un CX-30 de Mazda ou un Corolla Cross pour 5 à 6 ans. Un ou l'autre. Un ou l'autre. Je vous dirais que la réponse, c'est ça. Un ou l'autre. Encore une fois, c'est une question de sensation de conduite. On s'entend pour dire que le Corolla Cross, c'est pas le plus stimulant de tous les petits VUS à conduire. CX-30 a définitivement plus de oomph. D'un autre côté, la fiabilité Toyota, la façon dont c'est fait, l'aménagement intérieur est quand même bien fait. Système d'infodivertissement Toyota qui est définitivement plus agréable que celui de Mazda, que tu allumes puis qui s'allume demain matin. Là. Donc... Mais on va avoir l'impression, surtout dans certaines versions du CX-30, tu as un choix de motorisation plus intéressante, plus de puissance. Tu vas avoir l'impression d'être plus dans une voiture haut de gamme. Mais j'ai hâte d'essayer la nouvelle mouture du Corolla Cross. On a retravaillé pas mal l'extérieur, l'intérieur. J'ai hâte de voir, semble-t-il, les suspensions aussi. J'ai hâte de voir comment il va se comporter. Mais c'est l'un ou l'autre. Moi c'est CX-30, définitivement. Je l'aime aussi, le Corolla Cross. Je suis surpris de voir dans les cours de concession qu'il y en a des usagers, des Corolla Cross. Je me dis, voyons, il me semble qu'on a fait ça pour on les conserve. Tu sais. Absolument. Simon, je recherche une minivan, puis mes choix finaux, Grande Caravane et Carnival sont les deux. Encore l'un ou l'autre? Bon, là, ça va être la Kia Carnival. Parce que la Grande Caravane n'a pas toujours été un modèle de fiabilité et elle ne l'est toujours pas. Bien, dans la version Pacifica... oui, mais c'est la même à cette heure. À part la version PHEV. C'est la même à cette heure. C'est le même véhicule. Oui. La Grande Caravane, c'est la Pacifica, là, on s'entend. C'est la même chose. Alors moi, je vous dirais, j'aime... Attention, là, ne pas... Honnêtement, le PHEV de Pacifica, j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai fait une moyenne de 6,4 litres au 100. Mais dans la version régulière, ils n'ont pas eu de problème. Ils ont eu des problèmes avec la transmission à un moment donné. Moi, je te dis que le Carnival, ce que j'aime aussi, c'est la motorisation hybride, ce qui n'est pas disponible du côté de la Grande Caravane. Et j'aime... Le Carnival, ce que j'aime, c'est qu'elle n'a pas l'air d'une minivan. Alors là, elle est plus d'une espèce de VUS quand on regarde la partie avant. Alors, il y a aussi cet élément-là. Mais, encore une fois, tu l'as dit, dans la Grande Caravane, il y a des éléments qu'on ne retrouvera pas dans le Carnival. Moi, j'ai un fait pour la Kia, mais je pense qu'il faut voir les deux aussi. Carnival. La Carnival. RAV4 2011, 86 000 km. 2011, 86 000 km. Il n'est pas sorti beaucoup. Non. On me dit qu'il est comme neuf. Est-ce que c'est un bon choix? Si j'ai pas la motorisation... Il y avait deux moteurs à l'époque. Il y avait le 2.4 ou il y avait le 3.5. 3.5 qui offrait pas vraiment beaucoup plus de puissance que le 2.4. Ce moteur, c'est increvable. Ces véhicules-là sont encore parfaits sur la route. Puis s'il est comme neuf, puis qu'il n'y a pas de rouille, rien, puis que le prix est bon, bien, j'ai pas le prix, c'est un achat qui va vous donner un rapport qualité-prix inégalé. Mais moi, je pense que ça vaut la peine de faire une évaluation au niveau de la carrosserie, au niveau de la rouille. S'il a été bien entretenu, il n'y a pas de problème, comme tu disais. Mais en dehors de ça, je connais quelqu'un dans ma famille qui en a un. La rouille. Yes. Ouais. 2011, il ne faut pas oublier. Véhicule rare, messieurs, dans les questions présentement. Lexus UX9, un achat à long terme, comme 10 ans qu'on nous dit. Oui, parce que la qualité Lexus, elle est là, l'assemblage est là, la définition est là. Faut être conscient que le UX, c'est un microscopique VUS, là, dans le sens où ça se peut que vous trouviez rapidement qu'il manque de place à l'intérieur, là. Alors, c'est probablement le seul défaut de ce véhicule-là, parce que pour le reste, on a toutes les qualités qu'un Lexus propose, incluant la facture, par contre. Mais oui, c'est moi, comme je vous dis, je trouve ça vraiment petit. Puis à la longue, moi, je finis par me sentir... Je ne suis pas claustrophobe, mais je commençais à trouver que j'étais serré, là. Fait que je préférerais autre chose. J'irais vers un petit peu plus grand. C'est pas grand, c'est pas spacieux. Des fois, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin
d'un petit véhicule puis qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est ça. D'accord, c'est ce que j'ai dit. Si vous êtes à la recherche d'un petit VUS de luxe, c'est parfait. Mais Et je le vous système dis- hybride, le 10 ans, là, c'est entretien minimum requis. Oublions ça. Ouais. Ah ouais. Puis ça va faire le travail. Question pas trop compliquée, messieurs. France est sur le point de s'acheter un Honda HR-V. Est-ce que je paye 2000 $ de plus pour la version intégrale? Oui. Absolument. Absolument. Il y a même pas de... Hey, c'est la première fois C'est qu'on pas a notre de discussion. argent, de toute façon. Fait que, C'est oui. C'est oui. dépasser 2000, c'est 2000. Mais pour la sécurité, ça va faire toute la différence. Et c'est important de mentionner qu'elle n'a jamais eu de traction intégrale. Non, non. Oh, Elle ne pourra plus revenir en arrière. c'est ça. Fait que c'est le 2000 $ qui va faire en sorte que vous allez dépasser toujours 2000 $ pour vos prochains véhicules parce que vous ne pourrez plus vous passer de On la va peut-être nous traction aimer moins intégrale. à un moment donné, là, mais bon. On s'en rend pas compte, mais les 2, 3, 4, 5 fois qu'on en a besoin l'hiver ou qu'il y a de la neige, puis même sur la route, quand on fait de la route, on s'aperçoit que le véhicule est plus stable. On se dit, oh, ça valait peut-être la peine de prendre la traction intégrale si, financièrement parlant, vous pouvez vous le permettre. Marc, entre autres, une question assez intéressante concernant Samuel qui hésite entre deux véhicules, VF8 ou Fisker Ocean. L'objectif, c'est de le garder longtemps. Je pense que vous allez peut-être le garder plus longtemps que la compagnie va exister dans les deux cas. Bien, déjà, le Fisker Ocean, à ma connaissance, la compagnie, elle est fermée. On n'a pas retiré les Fisker Ocean sur le Je marché sais pas, canadien. Je comment- croyais qu'on les avait enlevés. Puis, bien, comme on en a parlé dans les nouvelles il y a quelques minutes, VinFast, c'est une compagnie qui est en chute libre. En Europe, c'est une catastrophe absolue. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On dit que oui, ils vont rester vivants parce qu'ils ont un gros marché vietnamien, mais le marché international, je ne suis pas sûr. Moi, j'essaierais de trouver une troisième option. Ça, je dis rien. Dans la catégorie, on se recherche quelque chose d'unique. C'est un peu ça dans ces deux choix de véhicules-là. Restez donc dans les véhicules un petit peu plus populaires. Je pense que vous allez avoir, surtout pour la valeur de revente du véhicule, ça va faire toute la différence au monde parce que ces compagnies-là sont vouées à partir ou sont déjà parties et les véhicules vont rien valoir. Donc, on paye cher pour rien au bout de la ligne. Messieurs, merci beaucoup. Eh bien, plaisir. merci. Ça a passé vite aujourd'hui. Absolument. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Ben oui. Pas Marc. Pas moi. Moi, je suis pas là la semaine prochaine. Je m'en Ah. vais faire l'essai du nouveau Toyota RAV4. Nouveau RAV4. Oh, ça va être intéressant, ça. Très. Merci. Très intéressant. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour une autre édition de Virage. Bonne soirée.